dans un premier temps, on va peut-être laisser la parole à chacun d'entre eux, donc en rappelant donc, que chacun de nos rapporteurs ont suivi un des ateliers, mais ont suivi, je pense, en grande partie aussi les discussions d'hier. Et donc, d'une certaine manière, qu'est-ce qui est ressorti de ces ateliers par rapport à la thématique, par rapport à la description des différents écosystèmes, et aussi qu'est-ce qu'on peut envisager comme je dirais, perspective par rapport à la masterclass qu'on organisera dans environ 2 mois, donc à la fin du mois de janvier, au début du mois de février. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer. Je vois que Francis a son micro qui est prêt. J'ai eu le plaisir d'assister à l'atelier numéro 2, intitulé « Travail et territoire ». On était une quinzaine à peu près. Je trouve qu'on a des cas d'études là et des projets qui sont vraiment fort intéressants, plein de contradictions, qui mêlent des dimensions très riches. Donc je vais le faire très vite, hein. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce qu'on a passé beaucoup de temps, ce qui est normal, hein, les intervenants qui portaient les projets, donc je ne vais pas énumérer les noms, donc 2 projets, l'un qui concerne un abattoir en Anderlecht et à côté du canal, donc je pense qu'ici tout le monde connaît, moi je découvre, hein, donc je suis un peu naïf. Et puis le projet porté par CityDev, hein, de Nova City, qui fait suite d'ailleurs à d'autres projets qui ont déjà été expérimentés. Alors la nouveauté de ce projet, c'est que, bon, d'une part c'est un projet hybride, hein, qui propose d'associer des activités d'entreprise et du logement. On reviendra sur l'abattoir, il y a aussi cette question du logement. Mais là, c'est particulièrement saillant et surtout de manière verticale. C'est-à-dire qu'en gros, les logements seraient au-dessus, hein, et donc avec des problèmes justement à la fois de coexistence et de séparation et de prise en compte effectivement équilibrée, symétrique, mutuelle des contraintes et des ressources offertes par les 2 types d'activités. Donc on a longuement présenté ces dispositifs. Dans le cas de l'abattoir, c'est un site historique qui est marqué par une très longue histoire, qui a évolué et visiblement, si j'ai bien compris, vous pourrez me corriger ou corriger dans votre tête s'il n'y a pas l'espace pour ça. Aujourd'hui, une espèce de processus assez bizarre d'ailleurs, que j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions que je voulais surtout laisser parler les participants, de sauver cette activité, hein, de la maintenir dans la durée, avec des tensions qui sont de plus en plus tangibles et visibles, et en même temps un projet architectural qui a vu, en tout cas ce que j'ai vu, parce qu'il y avait beaucoup d'images, hein, alors je ne peux pas vous résumer les images, là ça me demandait l'impossible, il y a eu énormément d'images, de slides, etc., donc on a beaucoup circulé avec des maquettes, avec des images, des photos, le quartier, etc. Donc un projet de redisposition de différents espaces, et avec cette idée de multifonctionnalité, en tout cas d'usages multiples. Actuellement, c'est essentiellement à la fois un site d'abattage, de traitement de la viande et un marché, hein, qui reçoit 100 000 personnes par semaine, si j'ai bien compris, sur 3 jours. En gros, vendredi, samedi, dimanche. Et il s'agit de faire évoluer ce projet. Donc il y a différents intervenants et on a regardé un peu les contraintes de cet objet. J'y reviendrai. Sur Nova City, on a passé beaucoup de temps à mettre ce projet en série ou en comparaison avec d'autres projets qui ont eu lieu avant. Bon, je n'ai pas fixé tous les noms, hein, je ne vais pas vous les faire, etc. Il y en avait pas mal. L'idée étant justement que celui-ci est tout neuf, enfin c'est le dernier de la série. Alors CityDev, qui est une instance qui vise à concevoir de nouveaux projets en dépassant, si j'ai bien compris, l'opposition entre développement économique urbain et puis rénovation urbaine, en proposant justement des choses justement typiquement hybrides par exemple, hein, qui vont essayer de conjuguer les deux. Et dans les 2 cas, et c'est ce qui rendait les 2 projets comparables, il y a bien cette idée de soit sauver des activités, soit de réintroduire des activités en ville pour éviter la séparation en fait des mondes qui, comme vous le savez, se sont un peu tourné le dos. Alors il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Alors je voulais juste faire une remarque préliminaire, parce que moi quand j'avais vu le titre Travail et territoire, il se trouve que j'ai passé 10 ans de ma carrière dans un centre qui s'appelait Centre d'études de l'emploi. Alors ça peut faire rigoler, mais non. Ça a été un des lieux
de création de l'économie des conventions, c'est-à-dire d'une branche de l'économie qui aujourd'hui d'ailleurs alimente beaucoup la critique de l'économie néolibérale et l'économie dominante. Vous allez trouver des gens comme André Orléans, Laurent Thévenot, à l'époque il y avait Olivier Favreau, etc., etc., Boyer, enfin bref. Et donc ça a été un des foyers, et j'étais embauché pour ça d'ailleurs, pour alimenter des enquêtes liées à ça. Et en fait, travail et territoire, spontanément dans ma tête, quand je suis arrivé à l'atelier, je dis on va parler d'abord du bassin d'emploi bruxellois. On va avoir des chiffres sur le taux de chômage, sur les activités, le taux d'emploi tertiaire, etc. Tout ça, effectivement, a disparu, mais ce n'est pas une critique, hein, c'est simplement qu'on a cadré tout de suite, en fait, sur des projets urbains. Et donc, le travail est vraiment repensé à partir de l'urbain. Donc là, il y a un effet à la fois, évidemment, de communauté. Vous formez une communauté épistémique liée par ces questions d'urbain, mais en même temps, on voit bien que le travail n'a plus la centralité qu'il a eu, hein, notamment dans les sciences sociales. Je vous rappelle qu'entre 1950, en gros, et 1980, c'était par la sociologie du travail, par l'industrie, par les entreprises, au fond, que se faisait une grande partie des recherches en sociologie, même en anthropologie. Je pense à Gérard Altab, par exemple, qui avait lancé une anthropologie des entreprises. Et on était vraiment... parce qu'il y avait cet héritage, en partie du marxisme, hein, c'était dans le rapport de production, hein, que se faisait évidemment le cœur de point d'équilibre, etc. Il a fallu beaucoup de sociologie pour sortir de ça, etc. Et donc là, on a quelque chose qui essaye de penser le travail, mais c'est vrai que dans les conclusions du groupe, c'était, je crois, assez consensuel. On n'a pas eu le temps trop de développer les différences. C'était un peu une fonction vide, le travail. C'est-à-dire que même l'abattoir, à un moment donné, quelqu'un dit « et les animaux ?» Bon, il y a eu une question, à un moment donné, sur la part de viande halal en sortie, hein, de l'abattoir, etc. Donc je crois que c'est 47%, j'ai quand même retenu le chiffre, ce qui n'est pas négligeable. Et puis sur les ovins, c'est 100%, évidemment. Ovins dont on a découvert en discutant qu'ils ne venaient évidemment pas de la région, puisque, à ma connaissance, vous n'avez pas beaucoup de moutons et de chèvres, ce qui pourrait venir, hein, avec des prairies en ville, etc. Mais du coup... quelque chose qui évidemment pointe, en tout cas dans le cadre français, cette question du rite, hein, d'abattage et le problème de l'étourdissement préalable, pas préalable, etc., est un truc qui divise, qui est tout de suite. Donc là, effectivement, on n'a pas abordé, on est resté en distance, parce qu'au fond, l'enjeu, c'est de reconstruire un site et d'y voir les différents acteurs à l'œuvre. Alors c'est vrai que là, pour moi, c'est toujours un petit pas de côté que je suis obligé de faire, puisque moi, entrant frontalement par les disputes, les controverses et les polémiques, là, je suis obligé d'aller les chercher dans les coins, de les voir au fond, et de me poser toujours la question, est-ce que c'est de l'euphémisation? Est-ce que c'est quelque chose qui vient à un temps donné, à certains moments dans la discussion, etc. Parce qu'évidemment, s'agissant de la ville durable ou des injonctions qui sont liées à tous ces projets de faire du développement durable, la question de la viande, de l'industrie de la viande, aujourd'hui, est centrale. Vous connaissez tous le bilan carbone de cette industrie, vous connaissez tous ses conséquences sanitaires. Je ne sais plus à combien de cancers du côlon sont imputables à une ingestion d'une trop grande quantité de viande rouge, etc. Et vous connaissez tous le thème majeur du bien-être animal, du travail avec l'animal, comme dirait Jocelyne Porcher, parce que je voulais la citer quand même, que je connais bien, et etc. Et donc toutes ces questions-là, au fond, sont un petit peu effacées, alors même que le design, hein, et toute la discussion qu'on a eue, assez pointue, vise quand même à essayer de composer une architecture, un espace urbain, prenant en compte le maximum de contraintes, de ressources et de nuisances. Hein, c'était les trois thèmes qui étaient dominants. Donc là, voilà, ça pose des questions de fond, puisque il y a deux choses du point de vue de la méthode, je pense, qui sont importantes pour moi, et c'est vrai dans le deuxième projet aussi, où finalement, au fur et à mesure, on s'est posé la question de mais qui va accepter d'habiter au-dessus de ces activités, sachant qu'on ne connaît pas par avance les activités, et qu'il y a un problème intéressant, d'ailleurs, de gestion, d'anticipation, hein, dans la durée du type d'occupants de ces logements donc verticaux au-dessus d'activités industrielles, avec des discussions qui sont revenues sur le caractère finalement assez ancien dans les villes, hein, mais on a fait référence à des artisanats. L'exemple qui était excellent, qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs, c'est les luthiers de Saint-Gilles, bon, là, qui ne posent aucun problème avec leur environnement, donc ils sont dans leur milieu, voilà, donc c'est intéressant. Il y a un milieu qui se forme autour d'une activité artisanale, en l'occurrence. Là, il faut le créer, donc artificiellement, avec des fonctions vides, puisqu'on ne sait pas
Alors il y a quand même déjà dans le design la séparation, donc il faudrait les images, hein, de la partie d'activité d'entreprise où il y a le départ des camions qui va dans une direction et puis les habitants évidemment vont rentrer de l'autre côté. On ne va pas les faire rentrer par le même. Vous voyez déjà, donc on met ensemble mais on sépare tout de suite avec des questions qui sont venues sur les logements sociaux à côté, sur les autres activités. Et c'est vrai que l'écosystème est quand même resté très proche du design du dispositif, et c'était même vrai un peu de l'abattoir, même si là c'était déjà un peu plus vaste, et il y avait déjà de toute façon une activité très dense dans l'abattoir dont on pouvait partir pour décrire les tensions et les projets futurs. Donc la première question de méthode, c'est le degré de partage de la factualité, c'est-à-dire des faits, des ensembles de faits sur lesquels on tombe d'accord, on se renseigne, on mène l'enquête collectivement, et c'est vrai que le débat a été un peu raccourci, et on en est tous responsables d'une certaine manière dans l'atelier, mais c'est comme ça, on avait plein de questions factuelles, et donc il me semble qu'il est très important pour avancer dans des ateliers comme ça, et donc pour votre masterclass, je pense que c'est important, qu'il y ait un partage préalable à la réunion de documents. Ça peut être des documents vidéo, ça peut être des plans, ça peut être des résumés d'un certain nombre de contraintes, par exemple des textes, hein, parce que moi je découvre en même temps les sigles de la politique urbaine bruxelloise, donc j'ai enfin compris ce que voulait dire ZEMU, bon, etc. etc. Donc il y a tout un ensemble de choses à partager pour commencer en fait à organiser la discussion. Et comme il y avait deux projets, vous voyez, il y avait un problème d'équilibre. Je pense que méthodologiquement, c'est vraiment une question centrale. On peut quand même s'accorder sur un certain nombre de descriptions, hein, de mise en place du cadrage de ce dont on va parler. Et c'est vraiment que si ça grignote, si ça prend tout l'espace de mise en question et de re-questionnement, c'est un peu dommage parce que du coup, on a après un peu un temps ramassé pour synthétiser les choses. Le deuxième point, c'est ce statut accordé justement aux points litigieux, conflictuels, etc. Alors ça a surgi à la fin. On était tous debout, on s'était levés comme au bout d'un moment, on avait les cartes, et certains ont commencé à griffonner, à poser des post-it dessus avec des messages que je ne pouvais pas lire parce qu'ils étaient à l'envers. Mais en tout cas, j'ai bien compris qu'en gros, là, tout à coup, arrivait en fait une reprise de ce travail avec des questions qui avaient surgi en cours de route. Et en particulier, il y a eu une très belle description à un moment donné sur des nuisances de l'abattoir qui n'étaient pas vécues de la même manière d'un côté ou de l'autre, puisqu'on n'avait pas les mêmes populations. Et donc on ouvrait tout à coup une sociologie. Et effectivement, l'écosystème commençait à se révéler, etc. Alors, on a circulé autour de ces questions et on en est arrivé quand même à un certain nombre de conclusions que je vais reprendre rapidement si je les retrouve ici, parce que j'ai 5 pages de notes un peu prises très vite de manière sténo. Voilà, donc je les redis tels que je les ai notés là. Donc, au fond, il s'agit de lier des fonctions productives à d'autres fonctions qui sont typiquement des fonctions urbaines, hein, logement, services, commerce, activités de loisirs, culture, tout ce qu'on veut, à des fonctions productives. Mais ces fonctions productives, l'expression est venue de l'animateur de l'atelier, hein, sont devenues des fonctions faibles quelque part, enfin presque des variables libres. C'est-à-dire qu'au fond, elles sont secondaires dans la description. Et d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas compris ce qu'il allait y avoir de vraiment nouveau, par exemple, dans l'agencement de l'abattoir. On en a parlé un peu à la fin, mais c'est vrai que j'avais pas. C'est resté un peu en suspension. Et de même, fortiori dans le projet CityDev, puisque là, on ne sait absolument pas ce qu'il va y avoir comme activité, même si on sait qu'il y a des contraintes fortes. J'imagine qu'on ne va pas mettre une usine chimique Céveso2. Enfin, Céveso2, c'est une norme française après AZF, comme vous savez. Mais c'est-à-dire que, bon, on va essayer d'éviter de mettre les habitants sur des trucs qui peuvent exploser à tout moment, j'imagine. Mais alors, du coup, où va la limite de ce genre de choses, hein, parce que les toxiques, c'est aujourd'hui très bizarre. Hein. Il peut y avoir des produits dont on ne connaissait pas la nocivité, etc. Donc cette fonction est devenue une fonction faible au sens où elle n'est pas le cœur, c'est pas le frame, c'est pas le cadre à partir duquel on va décrire les activités, alors qu'on veut les rassembler dans un même espace en évitant la mise en concurrence des fonctions et en essayant de trouver donc des hybrides, des formes, des compromis, je dirais d'autres, permettant justement une vie de quartier, permettant une information de tout le monde. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, de toute façon, il y a un critère simple dans les mondes urbains pour le rejet d'une activité, hein, c'est qu'elle est taguée tout de suite. Il y a toutes sortes de signes extérieurs qui manifestent que voilà, la greffe ne prend pas. Hein, et que très rapidement... Et donc, il y a eu des exemples qui ont été pris, alors je n'ai pas noté absolument les noms, de cas d'entreprises qui n'ont visiblement, dont la greffe a réussi.
Donc ça s'est à peu près bien passé, etc. Donc là, c'est l'objectif, c'est posé dans le projet. Et très vite est apparue la question du moment où on consulte les acteurs plus ou moins proches du dispositif, jusqu'où on va, comment ça va se passer avec ceux qui ont une activité sur le site, ceux qui ne font que passer, pour qui c'est une institution potentielle, donc ça va structurer leur forme de vie, etc. Et donc, ça c'est le premier enjeu, et c'est vrai que les projets aujourd'hui sont de plus en plus travaillés par cette quête d'hybridité, d'hétérogénéité, comme on aurait dit hier, d'un écosystème complexe qui ne peut pas se réduire à une seule fonctionnalité. Le deuxième point, c'est la dimension historique, sur laquelle on est revenu dans les conclusions, en disant évidemment, selon l'histoire et la disponibilité de l'histoire qu'ont les acteurs du coin, leur mémoire, leur repère historique et temporel, on ne va pas avoir du tout les mêmes enjeux, les mêmes formes de discussion, les mêmes trajectoires des projets. Et dans le cas de CityDev et de l'abattoir, là, on est vraiment carrément sur deux polarités opposées, puisque dans un cas, on a une histoire longue, et dans l'autre, on invente. D'une certaine manière, on part de quasiment rien. Ensuite, il y a la question d'une opposition entre des sites qui vont favoriser une multiplicité de liens hétérogènes, et donc la conception actuelle de l'espace qui sert au marché de la viande sur 3 jours, donc, est en train de bouger vers l'idée d'en faire au fond un truc de multi-activité en permanence, pour que justement l'activité proprement liée à la viande ne soit qu'une des dimensions du site, ce qui pourrait évidemment redéfinir énormément de choses. Y faire des performances, y recevoir des groupes scolaires, faire des rencontres publiques, je ne sais pas, on peut utiliser l'espace. Alors évidemment, on imagine le coût de nettoyage donc dans la nuit du dimanche au lundi, parce que quand même un marché de la viande, c'est pas quelque chose qui disparaît comme ça du point de vue par exemple sensoriel. Ça laisse des traces. Donc ça veut dire aussi un travail sur le site. Donc, et l'autre modèle qui s'impose généralement, c'est le modèle de l'enclave, c'est-à-dire quelque chose qui est en fait enclavé, protégé. Alors selon les types d'activités, évidemment, parce que le terme de sécurité est revenu à plusieurs reprises. Il y a des exemples, apparemment, des prototypes où des entreprises qui étaient insérées dans les milieux devaient, pour des raisons de sécurité, fermer les accès. Et donc ça brise un peu justement et les symétries qui étaient pensées initialement dans le projet et évidemment le type d'interaction, qu'est-ce qui fait planter devant la caméra de vidéosurveillance celui-là, Vous voyez ce genre de truc, ça crée tout de suite des tensions qui vont casser un peu la forme de vie. Et enfin, une formule est arrivée qui m'a bien plu, moi, il faut que tout ça fasse sens pour les habitants. Alors les anglo-saxons actuellement ils ont que ça à la bouche, enfin les anglo-saxons dans la recherche en sciences sociales. Sense making. Ils cherchent une traduction. Moi, je l'ai trouvée, mais je ne la donnerai pas tout de suite. Je la garde pour moi. Ça vient d'une discussion avec Antoine Aignan, qui est un sociologue proche de Bruno Latour, à propos de Souriau. Enfin bon, c'est pas grave. Le sense making. Donc, si on donne du sens, l'acceptation, l'acceptabilité, qui est un terme qui est un peu disparu, mais qui continue à exister dans certaines cultures politiques. Chez nous, en France, c'est devenu quasiment une insulte. Si vous faites de l'acceptabilité, ça veut dire que vous êtes vendu aux industriels. Mais en gros, voilà, il faut évidemment produire du sens. Et moi, ma question qui reste entière, mais bon, on a essayé d'en discuter pendant les 2 heures, c'est à quel moment on fait entrer des acteurs qui posent des questions qui fâchent ou qui posent des questions de fond. Il faut que je prenne mon train. Non, mais moi, je vous l'ai dit, il ne faut pas me donner la parole, c'est une catastrophe. Non, j'ai fini. J'ai fini, là. Parce que la dispute n'est pas uniquement une dimension agonistique qui va séparer les acteurs. Elle est potentiellement créatrice de sens. Et je crois qu'il faut redonner en fait toutes les vertus à la disputatio comme justement expérience où chacun peut au fond explorer chez lui, chez l'autre, chez parfois des tiers qui n'étaient pas prévus au programme, puisque surgissent toujours des acteurs nouveaux, les valeurs, les principes, les normes, les règles, les formes de vie, les formes de citoyenneté et les formes de construction du commun et du public. Et là, on est face à des projets qui, pour l'instant, tournent un peu autour de cette question, mais à mon avis, peuvent encore rattraper largement le truc. Voilà, merci. On continue peut-être notre tour. On va continuer de gauche à droite en demandant à Chloé par rapport à l'atelier agriculture. Oui, à mon avis, je vais être un peu plus courte. Je vais, d'abord pour dire que mon rapport, entre guillemets,
ne pourra malheureusement pas se baser sur les discussions qui ont eu lieu hier et auxquelles malheureusement j'ai pas pu assister. Donc ça va être beaucoup plus circonstancié comme retour. C'est vraiment sur l'atelier lui-même. Donc c'est un atelier qui était consacré à l'agriculture urbaine. Et donc je vais vous donner quelques éléments sur comment on a fonctionné et peut-être simplement suivre le déroulement de l'atelier avec juste une remarque préalable qui me tient à cœur parce que par ailleurs avec des collègues chers, j'ai eu l'occasion ces dernières années de travailler non pas sur l'agriculture urbaine qui à mon avis est un concept ou une idée qui exclut déjà pas mal de rapports aux terres. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur les potagers urbains au sens plus large du terme. L'agriculture urbaine, ces dernières années, a pris un sens plus particulier d'agriculture productive liée à un marché, ou en tout cas à des consommateurs, enfin des producteurs, des consommateurs, mais intégrés dans un marché plus ou moins libre ou plus ou moins subventionné, mais je veux dire la notion d'échange monétaire est centrale dans l'agriculture urbaine, alors que les terres cultivées, c'est une notion beaucoup plus large que ça, dans lesquelles peuvent intervenir des notions de subsistance, de survie, de plaisir, de rapport à la terre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ça dans l'agriculture urbaine, hein, le plaisir de cultiver, etc. Mais en tout cas, c'est une notion plus restreinte et qui concerne un segment plus restreint de l'activité de cultiver la terre. L'agriculture, elle doit nourrir, en gros, et elle doit nourrir en rapportant de l'argent à ses producteurs. Mais donc, on a eu l'occasion, donc c'était juste un préalable pour dire que c'est quand même un atelier qui était déjà concentré sur un type d'activité particulière, qui est relativement nouveau à l'échelle des villes européennes et en tout cas de Bruxelles. Et donc on a eu l'occasion d'écouter la description ou le récit de deux expériences à Bruxelles. D'abord une expérience que, enfin vous les connaissez peut-être, hein, l'atelier Groot Eiland qui se trouve à Molenbeek et qui mélange différentes activités, des magasins, enfin un hub food ou un food hub plutôt qui permet de vendre des produits biologiques qui viennent des agriculteurs des environs de Bruxelles, pas forcément de Bruxelles, mais des environs de Bruxelles au sens région, parfois d'Italie aussi, mais aussi d'un potager, enfin d'un site d'agriculture urbaine qui se trouve à côté du lieu de Groot Eiland, qui est un jardin productif d'une surface de à peu près 1000 m², et dont la production est directement utilisée dans les restaurants qui se trouvent aussi dans cet espace. Donc c'est un projet multiforme avec magasin, jardin, et aussi central l'idée de formation. Formation dans le jardinage pour des populations du quartier, donc on est dans le croissant pauvre de Bruxelles, et aussi initiation à la cuisine et notamment des produits du jardin. Alors par rapport à ce projet-là, les projets ont été décrits un peu plus en détail que ce que je fais ici. Il y a aussi un autre site, donc ils ont 1000 m² à proximité immédiate du site, et puis un autre site, un autre jardin qui se trouve sur le toit justement des abattoirs dont il vient d'être question, et où on produit principalement des salades, c'est-à-dire des légumes à haute valeur ajoutée, puisque il faut rentabiliser, j'imagine, quand même toute l'infrastructure et la difficulté de l'agriculture sur toit. Donc ça, je fais une petite digression, mais ça pose aussi la question de, quand on pense à des agricultures sur toit, hein, de quel type d'agriculture on parle. Eh bien ici, c'est essentiellement des green leaves, donc des feuilles vertes, pas des patates, quoi. Alors, ce qui était intéressant dans la description, c'est-à-dire où bloque ce type de projet, eh bien, le blocage principal pour poursuivre l'aventure, expérimenter, éventuellement l'étendre, c'est l'accès aux terres
proche, puisque le leitmotiv de cette initiative, c'est de rester dans cette zone Molenbeek, Croissant pauvre, la ville des travailleurs, la ville pauvre aussi. Et apparemment, parfois, bon, c'est vrai que la terre cultivable est devenue rare en ville, c'est une rareté, c'est une forme de pénurie, mais même quand elle semble disponible et non polluée, puisque le problème de la pollution est aussi un problème important, en fait, c'est très difficile d'y avoir accès, en dépit d'un discours ou d'un engouement pour ce type d'activité. Et donc Marten, qui présentait le projet, nous disait à quel point, en dépit de pouces levés, ouais, c'est super votre projet, en fait, l'accès à la terre, qu'elle soit propriété privée ou propriété publique, était toujours très compliqué. Le deuxième projet qui nous a été présenté, c'est un projet très différent, même s'il y a des points communs évidemment. C'est le projet Boeren-Bruxelles paysan, qui est un projet qui est soutenu par différents pouvoirs publics, et entre autres les projets FEDER, que vous connaissez bien, Metrolab, et donc qui bénéficie d'un soutien substantiel pour un certain nombre d'années. Donc ce n'est pas non plus infini ou pérenne dans le temps. Et aussi qui est soutenu et dont les porteurs sont des ASBL bien connus dans le monde de la défense de l'agriculture ou des terres cultivées en ville à Bruxelles. Alors les objectifs de ce projet, c'est plutôt, donc d'abord Catherine Firenze, qui a présenté le projet, a dit en fin d'atelier que pour elle c'était d'abord un projet d'écologie. Ce n'est pas un projet d'agriculture urbaine, c'est un projet d'écologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le développement du projet, il y a accompagner les personnes, les porteurs de projets, toutes celles qui veulent se livrer à l'agriculture urbaine. C'est accompagner les agriculteurs déclarés qui veulent se former, notamment à travers la possibilité d'utiliser un espace test pour essayer de tester une activité professionnelle future dans le domaine de l'agriculture. C'est aussi des formations à la cuisine, donc à ce qu'on fait finalement de nos productions maraîchères. Et c'est aussi un projet qui essaye de penser sa pérennisation au-delà des subsides actuels. Et là aussi, ce que Catherine nous disait, c'est qu'une des difficultés, alors pas eux directement, mais des personnes qu'ils forment dans le cadre de ce projet, c'est l'accès à la terre. L'accès à la terre à Bruxelles, mais aussi, et alors là on arrive à une des dimensions qui nous occupe beaucoup à Bruxelles, mais aussi l'accès à la terre en dehors de Bruxelles, dans la mesure où leur financement étant lié à la région bruxelloise, eh bien forcément ne peuvent pas soutenir des projets qui s'établiraient en dehors de la frontière. Et donc ici, l'accès à la terre est compliqué d'une autre manière, c'est que finalement la frontière agit ici comme la frontière entre les régions, agit comme une limite très certaine de ce type de projet. Donc voilà les descriptions des deux projets. Ensuite, on s'est un petit peu penché sur quels étaient les... Donc on avait des ordres, plutôt des lignes directives des deux animateurs de l'atelier, Marco et Roselyne. Donc d'abord d'essayer de mettre sur carte finalement l'espace qui était occupé ou mobilisé par ces expériences. Et donc là, ce qui était frappant, c'était à la fois la fragmentation de cet espace. C'est des petites surfaces, ici 1000 m², là 700 m², pour ce qui était à Neerpede et dans les environs à Anderlecht, sur le sud-ouest de Bruxelles. Même si ça se trouve tout dans la même commune, c'est des petites poches ici à gauche. Donc il y a à la fois cette fragmentation, et en même temps, il y a quand même une limitation locale de ces deux projets et l'envie de rester sur une localisation. Et donc, l'idée, c'est de travailler pour le futur, je pense à vos masterclass, sur la fragmentation qui est inhérente à l'espace urbain. Comment est-ce qu'on peut les connecter ? Alors, connecter par les trajets, par les acteurs. Est-ce qu'il y a moyen de connecter ces espaces ? Alors là, on pense de ces deux expériences-là, mais peut-être plus largement de connecter les espaces de culture à Bruxelles entre eux, parce qu'en fait, leur caractéristique, c'est la fragmentation.
l'espace urbain est fragmenté. Mais évidemment, ici, il y a un enjeu à essayer de les penser dans des réseaux de connexion. Comment est-ce qu'on fait ça? La nécessité, donc là on est dans la fragmentation, la connexion entre ces espaces, et puis aussi, pour essayer de transcender cette frontière, cette notion de métropolitain, comment est-ce qu'on peut penser un approvisionnement agricole pour Bruxelles en intégrant le fait que c'est pas possible de le penser en dehors d'un espace métropolitain. C'était une des grandes demandes à la fin de l'atelier. Alors, ce qui m'a frappé, donc on a fait une espèce de cartographie dont je vous ai rendu compte des grandes lignes. On a aussi essayé de voir en matière d'eau, c'est-à-dire d'aller sur les ressources non humaines, non institutionnelles qui sont à disposition de ces espaces, où il y avait un effort très grand qui était mis sur une récupération de l'eau à travers l'eau de pluie et non l'eau de distribution. Mais donc ça, c'est aussi une question, je pense, pour penser les terres cultivées en ville qui doit être explorée si on veut s'en tenir à des modèles écologiques d'exploitation des ressources locales. L'eau de pluie, effectivement, plutôt que l'eau de distribution, c'est une dimension qui est assez importante. Dans ce qu'on a, donc l'espace fragmenté, les circulations, l'eau, la limite régionale, l'espace métropolitain, ce qui m'a frappé après, quand on a essayé de faire au-delà de l'exploration spatiale, l'exploration de l'écosystème qui tournait autour de ces deux expériences. Ce qui m'a frappé, j'ai essayé de le rappeler d'une certaine manière dans la discussion qui a eu lieu, c'est que c'était surtout un écosystème humain. C'était un écosystème institutionnel, d'acteurs, de classes, etc., de classe sociale, je veux dire. Mais finalement, à part l'eau, on a évoqué très peu de choses qui avaient par rapport avec l'humain ou les institutions. Et donc, par boutade, j'ai dit, mais les graines de cette agriculture, les graines vraiment au sens premier du terme, les graines qu'on plante, d'où elles viennent, ça nous connecte avec des espaces et avec des dimensions beaucoup plus grandes, enfin plus lointaines, je veux dire. Et les abeilles, que sait-on des abeilles dans ces espaces-là et dans ces différents espaces? Que sait-on aussi des connexions entre ces espaces fragmentés au niveau des non-humains, des animaux, etc. Et finalement, c'est vraiment un point noir, plutôt aveugle, c'est quelque chose qui n'est pas du tout rentré dans les discussions. Alors pour terminer, sur les quelques idées qui ont... je ne suis sûrement pas exhaustive et sûrement que j'oublie plein de choses qui ont été dites, mais le but n'est pas de tout dire ici. Mais donc on a essayé d'aboutir sur toutes les questions qui pourraient alimenter la suite du parcours sur les écosystèmes. Je l'ai dit, comment est-ce qu'on se dégage un petit peu de notre anthropocentrisme, dans le sens où c'est toujours les institutions et c'est toujours les acteurs humains qui sont pris en considération. Qu'est-ce qu'une approche d'écologie politique amène dans ce type de discussion ou de problématique? L'accès à la terre en ville, oui, c'est une question. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mettre un moratoire sous toutes les terres qui pourraient être cultivables. C'est pas mais quelle est la part des terres que l'on veut consacrer à ce type d'activité, tout en sachant qu'évidemment, l'espace régional bruxellois ne sera jamais, jamais, jamais autosuffisant, même si on parle que de légumes. Donc ça, c'est un postulat de base. On ne sera jamais autosuffisant à Bruxelles, et il ne faut pas aller plus loin. Mais malgré ça, quelle est la part que nous voulons consacrer à cette activité-là, y compris en dehors d'activités productives marchandes? Alors des idées qui ont germé, c'est est-ce que, sous forme de question, est-ce qu'il faut ajouter dans les outils de planification des légendes, c'est-à-dire des couleurs? Est-ce que aux couleurs violettes qui désignent les espaces industriels, ou le vert qui décrit les espaces verts, est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter d'autres zones de production agricole, en dehors des 250 hectares qui sont déjà en zone agricole? Est-ce qu'il n'y a pas des zones de type expérience jardinière qu'il faudrait ajouter? Alors,
je ne dis pas que je suis partisane de ce type de solution, parce que je pense qu'elles amènent d'autres problèmes avec elles, mais c'est quand même une réflexion sur la planification urbaine qui serait intéressante de mener. Alors, ce qui a intervenu dans la discussion apportée par des personnes qui sont étrangères à Bruxelles, dans le sens qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de la région, etc., qui se sont demandé, mais en fait, c'est quoi le modèle de l'approvisionnement alimentaire de Bruxelles aujourd'hui? Et c'est une excellente question, parce qu'en fait, c'est très difficile de le dire. Et pour avoir essayé à un moment donné, mais très vite abandonné, pour avoir essayé de le faire, c'est quelque chose pour lequel les données sont elles aussi fragmentaires, fragmentées et quasiment inutilisables. La question de l'échelle métropolitaine, comment est-ce qu'on fait ça par rapport à un approvisionnement alimentaire? Et aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière la food production, donc la production alimentaire? Est-ce que quand on produit un légume, on ne fait que produire un légume? Est-ce qu'il n'y a pas des tas d'autres dimensions qu'il faudrait prendre en compte pour justement faire entendre que ce type d'activité a peut-être aussi sa place dans l'espace urbain, de rapport à la terre, de rapport à une forme d'autonomie, d'une certaine manière, une autonomie dont on nous prive chaque jour un peu plus. Comment résoudre les tensions sur l'espace urbain? Donc ça, je monte en généralité, comme vous voyez. La tension principale aujourd'hui à Bruxelles étant la tension entre le besoin de logement et la demande en espace vert. Et plus généralement, comment est-ce qu'on peut concilier finalement la planification urbaine avec l'écologie? Voilà un peu les questions qui sont ressorties de cet atelier. Merci beaucoup, Chloé. Comme vous voulez, Brian, continuer? Oui, you continue. I wanted to go back to where we started with a narrative and a schema. So I'm going to tell a little story, but also continue the schema of metabolism. So the story begins with a duke with a forest that has it's good for the hunt. And that duke lives in a forest southwest of the center of Brussels. And then there's the merchants on the Seine River that reaches to the North Sea. And so you see some social milieus that develop around the duke and around the merchants that are connected to larger ecosystems. And the city of Brussels is incredible because it is the juncture between that forest and the sea. Of course, that's a biometabolism. That's a pre-industrial city, a feudal city. But those, merchants and the duke's descendants or inheritors were quite clever. So when the opportunity of creating an industrial metropolis and a nation state happened in the 19th century, they created a canal that didn't just connect the merchants to the sea and the farmland to the sea, but connected a coal territory to the south to the sea. And this canal also, produced an economy that was able to create a mineral city that is the, metropolitan city that decided to bury the river and create a great boulevard, which today is being pedestrianized in a very interesting way. So we had two sites along that canal that speak to a third metabolism. Beyond this industrial metropolis, we've been searching for different kinds of city models. Is it a nuclear energy, American style,
capital city of bureaucracy and a new downtown just north of the city, so that, you know, mid-19th century boulevard leads to what looks like you know, small La Défense, a little business district. And so the two sites are quite interesting in that, meta-narrative, because one is an old coal warehouse, and one is with a government-funded public project, public space project, and one, a group of 5 houses in a small patch of the old 19th century metropolis tucked behind this new central business district, North Business District, and caught between that business district and the rail lines. And so, so for me, these are 2 great case studies to test my thesis of the cultural shift of the architecture of the city to the ecology of the city. So I'm going to try. And using your ecosystem framework of a political, social, and natural ecosystems. So the first project is the public project, and Lebelco describes an old coal receiving warehouse along the canal, and that coal was brought from the boats and on cranes, which still exist, to this covered space. And then there's an open yard in the back, in the middle of a block, that has houses and shops and other kinds of things. And so what we heard was, as anyone who's worked in the public sector, trying to carve out public space, not in the manner of the Duke or the King, but in the manner of public democracy, trying to negotiate with all the political actors. So we have quite a involved diagram of the political actors that are involved and needed to be engaged to really make this project realized. The project is quite remarkable in that, with a little pushing, because it was described as an architectural project, I must say. And it fits beautifully in the architecture of the city and the transformation of the typomorphology of a 19th century block to allow this kind of porosity and mixed use and flexibility with schools and gardens and things like that. But with a little prodding, I realized that it was a microcosm of the Duke and the merchants, because in the courtyard there was a soil that was cleaned and remediated, and a small forest there. And I have to say, walking around the Mineral City, I've been captivated by small little clusters of trees where I hear the birds, the forest birds, especially in the morning, singing quite evocatively. But then, so I imagine this garden that you're creating near the canal on the old coal heap will attract that bird. I can guarantee it, and we'll hear their songs. And then this open shed goes to the waterfront, and there's a provision to bring people to the waterfront into kayaks, and hopefully a recognition of what I saw in the canal today, which is where the canal is not just stone, just mineral, but where there's a kind of additional soft infrastructure. There are freshwater fowl who are nesting and harvesting, including the magnificent, I think they're called cormorants, larger than, yeah, cormorant, beautiful, beautiful bird, I saw it today. In addition to all those, you know, nasty white North Sea gulls that I'm sure you have plenty of. So I imagine that space, and it was criticized a little bit in the discussion of engaging political actors and not the social actors, and who's going to really take possession of this public space. But I imagine that space as an incredible contribution to the natural ecosystem and being able to
really understand the macro and the long history of this place from, you know, a kind of close proximity of these two North Sea and Southwest forest landscapes. So that's the first project. And now let me introduce you to Zinake. Zinake is a nonprofit organization, and this is very much a project that received public funding after much work and a lot of labor. And it's occupying 5 houses in this marginal place in the city behind the business district. I mean, it's quite amazing. No, I won't go on tangents. But it's quite amazing to having gone from the canal to this spot on the Ring Metro, and you kind of see, wow, this is a city of people with suits. You know, because I live and work in a city with a lot of people with suits, you know, New York, and so they kind of stay the periphery, and the tourists and everybody else gets the center. And so I think this is in quite a interesting place to sort of transfer the post-war nuclear CBD city model to something else. And so my interpretation of Zinake, and this comes from my own experience of living in New York and being highly influenced by feminist urbanists in the 70s and 80s. I think it is a great example of the feminist city. It's a organization that has a kind of amazing timeline of a 2-year biannual cycle of producing an incredible public event that involves the whole city, that is the culmination of multiple minor conversations with very specific community groups. And the facility has like a metal shop and things, so things are produced, and people learn how to make things, and things are produced over the year that are brought out into the public realm of this great festival, as I understand it. So that in itself is remarkable, but then the architecture, the reason I see this as feminist space and a feminist city. In fact, it's been written about Susanna Torre in an issue of Heresies, a feminist art journal in the 80s, wrote something called Space as Matrix, where she said, okay, we have the Victorian model, so the metropolis produced a city of corridors and rooms. And then the modernist model of free space, she introduced the model of the space as matrix. And so our Zinake folks have taken these 5 houses, which are cellular. The typomorphology of the industrial city is walls and corridors and vestibules and, you know, public and private, strictly divided. And they have completely subverted that and are both opening their space to other users because of this cycle where their use is intensified. Where they're out in the field, it's low use, and when they're intensively producing this great event for the city, they need their space every inch. And so they're building a spatial model, you know, within this reconfiguration of the urban block that is, I think, a social and political ecology that is very, very evocative. So it is a spaceless matrix model. It can be opened up and be free-flowing, and open it, be closed down. Public and private can be renegotiated based on day of the week or time of the day and how much people are there to self-govern and manage the space. And so it's an extremely remarkable project. And amazingly enough, what connects both projects is traces of the Seine River. So
next to and on both of those blocks. And the sort of maybe 1,000-year project to recover the trace of the Seine River is started by these two projects, or continued by these two projects. Thank you. Merci beaucoup, Brian. Donc, le dernier commentaire par Serge à propos de l'atelier circularité et ressources. Je vais peut-être d'abord faire plaisir en disant que les deux projets qui viennent d'être présentés, il y en a un qui est sur le parcours du parc de la Seine, qu'on est en train de construire jusqu'à la rue Mazui, et que l'autre, avec la halle Libeco, se trouve juste derrière le trajet du parc de la Seinette, qu'on est aussi en train de préparer dans le cadre d'un CRU. Donc il ne faudra pas aussi longtemps, normalement, peut-être pas pour voir la rivière, mais de voir tout de même une évocation du parcours de l'eau, en tout cas. Et ça fait partie des grands plans qui sont en train de se mettre en place. Je vais revenir sur la circularité. Donc deux projets qui ont été présentés. Un projet qui porte sur la matière organique de cuisine et qui vise à tester la possibilité de regrouper une matière organique qui serait produite dans des secteurs de l'ORECA, dans des cantines, de les traiter de telle sorte à pouvoir les réintégrer très rapidement dans un circuit agricole local. Le deuxième projet, qui est beaucoup plus, je ne vais pas dire académique, mais plus de recherche, vise à voir effectivement comment on va pouvoir rénover les bâtiments, utiliser les matériaux qui sont utilisés dans les bâtiments à Bruxelles pour pouvoir leur redonner un niveau technologique en matière d'isolation, contre le bruit, contre les points de vue énergétique, etc. Et là, il y a tout un travail qui se fait sur l'analyse des méthodes de construction pour voir quelle est la qualité des matériaux, quelles sont les techniques les plus possibles, à la fois pour des façades avant, des façades arrière, etc. Donc il y a des tableaux avec 56 pistes, j'allais dire, pour faire toute une série de choses. Fondamentalement, ce qu'on voit là, c'est que il faut lire tout le cycle. On est bien dans un problème de circularité et de bien regarder sur l'ensemble des acteurs qui vont intervenir sur les différents endroits, comment on va choisir les bons aiguillages pour obtenir la meilleure performance, pour obtenir la meilleure qualité. Et donc cette vision du cycle, j'allais dire, elle est vraiment quelque chose qu'il faut faire absolument, parce qu'on ne peut pas se contenter d'un petit morceau. Je vais revenir encore là-dessus. Un deuxième élément assez intéressant, c'est que autour des deux tables, on a retrouvé des équipes qui se connaissent mais qui ne connaissent pas obligatoirement l'ensemble. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger des informations et on se rend compte qu'il faut absolument créer du lien encore plus. Et probablement que la journée d'aujourd'hui est une journée qui permet d'ouvrir des débats, qui permet de créer du lien entre des spécialistes de telle équipe, etc., etc. Je viens de découvrir il y a quelques minutes qu'il y avait même quelqu'un qui s'occupait de jardins historiques dans la salle et qui se pose des questions sur comment les jardins historiques peuvent-ils s'adapter à l'évolution de notre monde. Question qu'on se pose pratiquement très souvent, simplement parce qu'on ne peut même pas mettre une plaine de jeu dans un jardin historique. Mais comment on va pouvoir gérer un jardin historique en fonction de l'évolution du climat? Comment on va pouvoir gérer un jardin historique en fonction des économies en eau et des tas de choses comme ça. Donc cet échange, ce lien entre équipes, et en particulier aussi vers les administrations. La qualité des intrants et des extrants. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu des deux côtés. C'est que pour obtenir une circularité ou une efficacité de ces enjeux de circularité, il faut avoir un contrôle sur ce qui rentre et sur ce qui sort. Sur ce qui rentre pour avoir une bonne qualité du produit, et sur ce qui sort par rapport en particulier aux normes et aux législations. Parce qu'on peut se retrouver avec un produit, j'allais dire, qui paraît correct, mais
mais qui malheureusement ne répond pas aux normes légales. Et donc vient un énorme problème qui a été répercuté dans les deux ateliers, les deux groupes, c'est la problématique des normes et des législations. Comment faire pour obtenir un permis environnement? Parce qu'il y a des tas de procédures et que, j'allais dire, toutes ces procédures et toute cette législation n'a pas du tout été développée dans un contexte de la ville en transition et de la circularité, mais dans un contexte beaucoup plus d'économie directe, capitaliste, avec des relations qui sont des relations linéaires, oui, non, et pas du tout dans un certain nombre il n'y a pas de souplesse dans ces ensembles-là. Et donc, comment, dans le futur, peut-on obtenir des normes, des législations qui vont pouvoir s'adapter à cette nouvelle évolution de la ville et la transition dans la ville. Le besoin d'espace, Chloé en a parlé, et je pense que ça c'est bien revenu aussi tout de suite, parce qu'il faut de l'espace pour stocker des matériaux qu'on pourrait réutiliser, parce qu'il faut de l'espace quand on veut traiter du compost et qu'on a un conflit sur l'espace. Alors quand on a un conflit sur l'espace, soit il y en a un qui gagne et il y en a un qui perd, soit on envahit le voisin. Et moi je pense qu'ici, alors je ne vais pas dire envahir le voisin, mais la vision métropolitaine est évidemment par rapport à Bruxelles la meilleure façon de développer un certain nombre d'équipements ou un certain nombre de systèmes de collecte de déchets, de rassemblement de produits, etc. Et donc je suis convaincu que, et on le voit très bien dans la manière dont on travaille pour le moment, nous travaillons presque plus actuellement avec nos collègues de la Vlaamse et de la Agentschap Natuur en Bos sur les grands paysages qui traversent la frontière des deux régions qu'avec d'autres administrations à l'intérieur de Bruxelles. Le potentiel de développement, il est pour le moment sur la vision métropolitaine et aussi en matière de vision de fonctionnement écosystémique, c'est sur la gestion de l'eau, c'est sur la gestion des ressources, production, que ce soit de l'agriculture. Ça peut aussi être, n'oublions pas qu'un bois, c'est aussi une production souvent. C'est sur la biodiversité. Et donc, il y a là, en termes d'espace, évidemment, la question métropolitaine que Chloé avait bien abordée aussi. Finalement, faire 5 km pour aller chercher les carottes et les chicons, ou que les carottes et les chicons fassent 5 km pour rentrer dans la ville, on n'est pas dans des distances énormes à Bruxelles, et on reconstruirait peut-être cette espèce de bassin nourricier qui existait auparavant autour de Bruxelles. Et finalement, le dernier point, c'est que quand on regarde le fonctionnement de tous ces cycles, que ce soit en matière de déchets, d'énergie et autres, on a ces dernières années vécu un regroupement auprès de certaines structures des différents métiers. Et donc, si on prend l'exemple des déchets, qui est probablement le plus simple, le plus visuel, vous aviez des collecteurs qui pouvaient être des petites entreprises, qui pouvaient être des communes. Puis vous aviez des entreprises qui faisaient du traitement des déchets, de l'élimination, etc. Tout ça était dans les mains de petites structures, parfois des structures familiales. Les récupérateurs de métaux, les récupérateurs de papier étaient auparavant essentiellement des entreprises familiales. Tout ça a été racheté par des grosses structures. Et maintenant, vous vous retrouvez avec toute une partie du cycle qui est sous la maîtrise d'un seul opérateur qui fait la collecte, qui fait le traitement, qui vend le produit, mais même dans certains cas qui le recycle. Ça veut dire qu'on a perdu une certaine maîtrise, une certaine mise en concurrence. On est parfois soumis également, je ne vais pas dire à un diktat, mais presque à une obligation d'utiliser un modèle de camion de collecte, un système d'emballage pour pouvoir faire la collecte, etc., etc. Et donc, dans cette vision du cycle, je crois qu'il faut aussi être extrêmement attentif à la position des pouvoirs publics, à la position du privé et à cette capacité à pouvoir toujours faire changer les aiguillages quand il faut, puisqu'on est soumis aussi aux règles d'économie de marché
et qu'on regarde le papier, on regarde le verre, on regarde l'aluminium, on regarde le métal, mais on voit bien que tout ça évolue évidemment et qu'il faut avoir la souplesse sur l'ensemble du cycle pour pouvoir faire marcher les choses. Voilà, c'est les quelques points que je vais citer rapidement. Et je crois qu'il y a aussi, pour revenir au tout début, dans l'échange qu'on a eu, l'intérêt à ce qu'on puisse développer des échanges au niveau de la région ou au niveau métropolitain entre les équipes de recherche, les administrations, le pouvoir politique, de telle sorte à ce qu'on éveille et qu'on rende attentif toute une série de personnes, pas seulement à dire « je vais faire de la simplification administrative », parce que ça c'est simplement s'arranger pour que, j'allais dire, les outils fonctionnent un petit peu mieux. Non, mais qu'on ouvre carrément les outils et qu'on essaye de les reconvertir pour correspondre à cette nouvelle vision d'une ville en transition.